Et salut à tous, c'est Anto, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Five Nights at Freddy's, le film. Ça y est, j'ai enfin pu le voir en avant-première hier soir, à savoir le 31 octobre 2023, soit le soir d'Halloween, et j'ai la chance incroyable de pouvoir vous donner mon avis sur ce film maintenant. Sachez que je me permets de commencer la vidéo avec ça, c'est un film que j'ai énormément attendu. Lorsque j'ai analysé le teaser sur la chaîne, il y a de cela maintenant 6 ou 7 mois, je ne sais plus, il faut savoir que j'étais déjà très impatient à l'idée de voir ce film. Entre temps, je devais normalement vous sortir une ou plusieurs vidéos sur le teasing, suite avec les trailers qui ont été publiés sur YouTube. Malheureusement, par manque de temps et par problème de logiciel, je n'ai malheureusement pas pu vous proposer cette vidéo, mais c'est pas grave, aujourd'hui je suis quand même très heureux de pouvoir enfin vous donner mon avis sur ce film qui est arrivé un peu au bon moment, a été annoncé un petit peu au bon moment. Ce qui fait que, je vais me permettre d'expliquer ça aussi en début de vidéo avant de rentrer dans la critique du film. C'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez, je pense, qui est important de savoir pour que vous compreniez un petit peu ce que je vais dire dans la vidéo et pourquoi je dis certaines choses. Lorsque le teaser est sorti, il est sorti au meilleur moment. Il est sorti au moment où moi, qui avait été déjà très intrigué par FNAF en 2014-2015, s'était replongé dedans en 2022-23, comme ça, je me suis replongé dans FNAF à fond, et quand ce trailer a été annoncé, bah, j'étais comme un dingue, je dis mais c'est super, ça arrive pile au bon moment, je suis absolument à fond dans FNAF et tout, ce qui fait que les mois qui s'en sont suivis, les trailers qui sont sortis, je les ai vus presque une vingtaine de fois chacun, tellement j'étais à fond dedans, tellement je voulais voir ce film et tellement l'ambiance FNAF que je voulais absolument revoir, mais cette fois-ci au cinéma, était la hype du moment pour moi. Et il faut savoir que encore il y a 2 jours et même hier, je n'arrêtais pas de parler de ce film autour de moi. J'étais comme un dingue, j'ai dit putain ce soir on va voir FNAF, ce soir on va voir FNAF, ça va être trop bien, ce soir on va voir FNAF. Donc autant vous dire que j'ai eu une attente presque démesurée autour de ce film. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'à la base je voulais vous faire cette vidéo hier soir en fait, le 31 octobre 2023 aux alentours de 23h, soit presque une demi-heure, une heure après être sorti de la salle, une critique à chaud du film. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai préféré attendre, laisser une nuit de sommeil passer, réfléchir un petit peu, et maintenant il est temps pour moi de vous donner mon avis sur ce film. Alors bien évidemment, vu qu'on est actuellement le 1er novembre 2023 et que le film sort je crois dans une semaine, un peu plus d'une semaine, en France, partout dans toutes les salles, évidemment tout le monde n'a pas eu la chance de voir ce film, donc sachez une chose, vous avez pas mal de chance, puisque je vais commencer par vous donner mon avis sur ce film sans vraiment rentrer dans les spoilers du film. Je me permettrai d'utiliser les éléments qu'on voit dans les trailers par contre, et après on va vraiment rentrer dans le spoil. Dans le gras du gras, dans le ventre de l'animatronique, tout ce que tu veux. On va décortiquer tout ça et on va analyser ce film. Alors écoutez, on va commencer par ça, sans spoiler. Sans spoiler, ce film, personnellement, en fait, c'est un peu bizarre, parce que je l'ai beaucoup aimé. J'ai aimé retrouver FNAF au cinéma. Ça a été vraiment une hype que j'attendais, j'étais trop hypé par ce film. Et en fait, le film, il est plaisant, il est cool quand tu connais FNAF parce qu'il y a plein d'easter eggs, plein de références. Le film est quand même vraiment bon, mais il a malheureusement beaucoup de défauts. Et des défauts qui, je trouve, peuvent parfois gâcher complètement l'expérience du film. Et en fait, je dirais de manière générale, en fait, que ce film, tu sens que Blumhouse est derrière le film, ça y a pas de problème. Par contre, tu sens aussi que c'est Scott Cawthon qui dirige le film. Lui, c'est un créateur de jeux vidéo indépendant, c'est pas un cinéaste en herbe, c'est pas un mec qui connaît exactement comment écrire un bon scénario. La preuve en est, ces derniers temps, même ne serait-ce que FNAF, c'est compliqué de savoir est-ce que les bouquins sont canons, pas canons, enfin tout un bordel. On sent que scénaristiquement, il a du mal. Et en fait, j'ai l'impression que dans ce film, tu retrouves à certains moments le fait que Scott Cawthon, il a envie de te raconter une histoire avec des mystères et tout, mais en fait, c'est fait avec la subtilité d'un éléphant dans une boutique de porcelaine, et du coup, bah, tu captes très rapidement les choses, en fait, dans ce film, et c'est complètement dommage. Mais le film, globalement, je me permets de le répéter, je l'ai beaucoup aimé, même si je trouve qu'il y a des choses un petit peu dommages dans ce film. Il y a énormément de choses, en fait, qui m'ont un peu déçu durant le visionnage du film. Voilà, grosso merdo, sans spoiler, voilà à peu près ce que je dirais. Il y a aussi un truc, et je pense que c'est un des éléments les plus essentiels à savoir également, c'est que ce film, qui est normalement un film d'horreur, franchement, il fait quasiment pas peur.
c'est même presque pas un film d'horreur. Alors c'est quand même un film d'horreur parce qu'il y a quand même des scènes voilà, un peu trashouilles et jumpscares, etc. D'accord. Mais il n'en est pas moins que c'est pas un film qui va vous faire bondir toutes les 5 minutes, qui va vous faire stresser en fait. Le film n'est absolument pas stressant. Vraiment, tu le regardes, c'est presque plus une comédie parfois, à un certain moment, ou un film d'aventure un peu fantastique, plutôt qu'un film d'horreur. Voilà. C'est ma partie no spoil, voilà à peu près ce que je pouvais vous dire du film, donc si vous vouliez ne pas vous faire spoiler, voilà à peu près mon avis. Maintenant on va rentrer dans le spoiler. Bon, bah écoutez, je sais pas trop par quoi commencer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer par le personnage principal du film, Mike Schmidt. Alors déjà, dans les trailers à l'époque, si je vous avais sorti ma vidéo d'analyse sur le teasing, je vous aurais dit, mais attendez, on savait pas trop dans le teaser si ce personnage était Mike Schmidt, si c'était Michael Afton, on sait pas trop. Et il se trouve que maintenant on sait, c'est Mike Schmidt, et Mike Schmidt c'est pas un pseudonyme à un quelconque Michael Afton ou je ne sais quoi, Mike Schmidt c'est Mike Schmidt, c'est un personnage qui existe, qui a son histoire, ses aventures, ses rêves, ses cauchemars, sa famille ou pas, bref, c'est un personnage qui existe réellement dans le film. Il a une petite sœur du nom de Abby Schmidt, et il se trouve en fait qu'il y a quelques petits soucis. Il veut garder sa petite sœur auprès de lui, puisqu'en fait il y a une tante dans la famille qui veut essayer de récupérer la garde de la gamine, et le problème c'est que Mike il a un tempérament un peu agressif. D'ailleurs ça c'est aussi une petite référence au jeu, hein. Souvent dans les jeux quand vous vous faites virer à la fin, ils disent que c'est parce que vous avez une sale odeur et parce que vous avez un tempérament agressif. Alors envers les animatroniques, d'accord, mais je me dis c'est peut-être un petit clin d'œil au fait que, ok là Mike il est agressif tout le temps, tu vois. Il est agent de sécurité pour un espèce de centre commercial, et dès qu'il voit un père récupérer son gamin, il s'imagine qu'il veut lui piquer le gamin, et il va le tabasser. Donc il se fait virer de manière complètement stupide, et il rencontre un certain Steve Raglan. Et il faut savoir que si je vous avais sorti mes vidéos sur le teasing, je vous en aurais parlé de ce personnage, parce qu'il me semblait déjà à l'époque très intriguant. Steve Raglan est joué par Matthew Lillard. Au passage, Matthew Lillard, excellent acteur, j'adore ce mec, je l'aime surtout pour le personnage de Stu dans Scream, et pour Sammy dans Scooby-Doo, parmi les rôles qui m'ont marqué. Et déjà à l'époque c'était pas clair quand il y avait le teasing, parce que il s'appelle Steve Raglan, c'est un career counselor, donc c'est en gros une espèce d'agent Pôle emploi, un agent orientation si tu veux pour les adultes, en gros pour leur aider à trouver du boulot. Et en même temps, sur Google, quand tu marquais FNAF le film et que tu avais la distribution du film, il disait que Matthew Lillard jouerait William Afton. Et c'est déjà là le premier problème, c'est que déjà même pour le teasing, ils ont mal foutu leur truc. Parce qu'à l'époque, je disais, mais attendez, Matthew Lillard, il joue William Afton ou il joue Steve Raglan? Et est-ce que Steve Raglan, c'est William Afton? Ou est-ce que c'est juste, peut-être, la distribution d'un script qui était peut-être un vieux script? Il faut savoir que ce film a eu beaucoup de problèmes et qui a mis beaucoup de temps à arriver. Et je me dis, mais attends, je comprends pas. Et le problème, c'est déjà pour moi un des plus gros défauts de ce film, c'est que comme je le disais avant, la subtilité est égale à 0 dans ce film. Parce que la scène où Mike Schmidt va trouver du travail chez Steve Raglan, le personnage de Steve Raglan se comporte, mais alors instinctivement et directement comme un putain de gros méchant sadique. Et du coup, le problème, c'est que moi, j'étais là à me dire, ah, ok, Steve Raglan, attention, est-ce que c'est William Afton et pas? Est-ce qu'il y a des indices à choper? Et en fait, le problème, c'est que le personnage est tellement pas du tout subtil qu'on a très rapidement compris que Steve Raglan, c'est pas Steve Raglan. Voilà, et ça, c'est déjà un gros problème de ce film. C'est que la subtilité, elle est égale à 0, mais 0 dans ce film. On vient, dans la scène, il est là, il fait, vous êtes Mike... Oh, est-ce que vous voudriez bien boire un petit café? T'es en mode, non mais sérieusement, pourquoi tu dis pas Schmidt? Pourquoi? T'as capté que c'est Mike Schmidt? Tu sais, oh putain, merde, c'est un Schmidt. Tu sais, vraiment, la manière qu'il a eu de se comporter là, tu fais, mais oh putain, super. La subtilité égale à 0, comme je vous ai dit. Donc je suis complètement dégoûté, c'est peut-être la pire scène du film pour moi, parce que c'est vraiment la scène où on te fait comprendre que Steve Raglan va envoyer Mike travailler dans le Freddy Fazbear's Pizzeria, qui est abandonné, etc., pour évidemment des histoires de disparition d'enfants, mais tu sais très bien que s'il l'envoie là-bas, c'est parce que c'est un méchant, et qu'il veut le buter là-bas, ou qu'il va se passer des dingueries là-bas, donc c'est complètement pas subtil, et c'est tellement dommage.
C'est tellement dommage, pardon. J'aurais presque préféré qu'il fasse, écoutez, je vous propose ce poste, bon, c'est pas un poste très bien payé, c'est pas un poste où beaucoup de gens font leur temps, mais vu que actuellement vous devez garder la garde de votre petite sœur et que vous n'avez pas le choix que d'avoir un travail pour ça, parce que sinon vous n'êtes pas bien vu auprès des juges, et ben je vous propose ce travail, j'en ai pas 150 mais je vous le propose, tu vois, genre, mais le faire de manière normale, tu vas pas faire genre le gros méchant sadique qui a un gros sourire bizarre. Non, reste normal mon gars, reste normal. Et le problème, c'est que du coup, on va en parler après quand on parlera d'un des antagonistes du film, pour pas dire THE antagoniste du film, bah du coup, c'était plus surprenant à ce moment-là du film. Tu te dis, ouais, bah c'est Steve quoi, c'est Steve. On le sait, on l'a vu avant, on l'a vu 1 heure avant que c'est Steve le méchant. Bref, donc déjà la subtilité d'une huître, voilà, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et bref, le problème aussi, c'est que Mike Schmidt, s'il a un tempérament aussi agité, c'est parce qu'il ressasse toutes les nuits un cauchemar dans lequel il est avec sa petite famille dans un parc en train de grignoter, de déjeuner, de goûter si tu veux, hein, le petit goûter du 4 heures, et son petit frère qui joue avec un espèce de petit avion rouge là, s'éloigne un peu trop et se fait kidnapper par un ravisseur. Et lui il veut récupérer son petit frère qui je crois s'appelle Garrett, et il fait ce rêve toutes les nuits, et pour faire ce rêve toutes les nuits, Mike, il prend des médicaments, donc des somnifères, il se met de la musique naturelle, je pense que c'est une micro-référence à FNAF Sister Location, quand vous savez, vous êtes dans l'ascenseur et qui vous met de la musique, hein, le bongo bongo, qui est un espèce de truc un peu naturel, un peu nature et tout. Je me dis pourquoi pas, c'est peut-être ça, c'est peut-être une rêve, peut-être pas, j'en sais rien. Et il voit une espèce, et il se met au plafond un poster d'un endroit avec des forêts et tout, pour pouvoir se mettre dans son rêve. Parce que Mike, en même temps, il lit un super bouquin sur le fait de pouvoir se déplacer dans son rêve, enfin tout un bordel. Et en fait, le problème de ce film aussi, c'est ça. C'est que malheureusement, ce côté je cherche à savoir qui a kidnappé mon petit frère et tout est beaucoup trop présent à l'écran. Et en fait, cette histoire-là est tellement présente à l'écran que le délire de ça, plus le fait qu'il a un tempérament d'acier, plus le fait qu'il doit conserver sa sœur, plus le fait qu'il doit trouver un boulot, tout le début du film est un peu lent. Parce qu'on passe notre temps à comprendre que Mike a des soucis, il a des soucis, il a des soucis, et on veut avancer. On veut progresser, on veut rentrer chez Freddy Fazbear's Pizzeria, mais ça met un tout petit peu de temps. Bon, ça met pas non plus 3 heures, je vous rassure, c'est assez rapide quand même, mais le début est un peu longué, voilà. Par contre, s'il y a bien une qualité à retenir de ce film, c'est clairement le Freddy Fazbear's Pizzeria. Il a été refait à la perfection, c'est génial, les décors sont absolument incroyables, les animatroniques, bordel, mais putain, mais... Et quand je vois qu'il y a des gens sur YouTube qui font des super cosplays de Glamrock Chica, Glamrock Freddy et tout, même un Springtrap qui se balade dans les rues de Brooklyn ou de New York, je sais plus trop, enfin franchement, quand je vois les animatroniques dans ce film, je dis mais waouh, le boulot qu'il y a dû y avoir derrière pour faire ces super animatroniques, franchement ils sont tellement bien faits, ils ont même des expressions faciales, ils peuvent bouger leurs mains, serrer des mains, faire des pouces en l'air et tout, enfin franchement, c'est super bien. La direction artistique et tout l'aspect autour du Freddy Fazbear est cool. En fait, ce film, c'est un peu ça le truc, c'est que c'est un film où quand tu n'es pas dans le Freddy Fazbear, c'est un bon film, voilà. Mais dès que t'es dans Freddy Fazbear, ça devient bien, ça devient génial. Et le problème, c'est que, alors, vous allez rire, j'ai pas fait le compte, mais je pense que Mike va se rendre 5 fois chez Freddy pendant le film, puisque Five Nights at Freddy's, voilà. Évidemment, ils ont fait une référence incroyable au jeu, alors c'est un peu subtil, et ça c'est vraiment si tu connais les jeux. La première nuit où Mike va au Freddy Fazbear's Pizzeria, il se passe rien. Parce que dans le jeu, à la nuit 1, il se passe jamais rien. Puis ensuite, plus les nuits vont avancer, plus il va se passer des dingueries. Voilà, et ça, forcément, c'est une référence directement au jeu. Voilà, ça je pense que c'est évident. Un autre truc que du coup je voulais absolument vous parler, on va en parler maintenant, c'est du coup les animatroniques. Alors les animatroniques bien sûr ils sont hantés et possédés par des enfants morts. On sait tous si vous avez joué au jeu que c'est les enfants morts qui ont été tués par Springtrap, enfin par William Afton du coup qui est le méchant et qui tuait des enfants quand il était à l'époque dans sa mascotte incroyable de Spring Bonnie. D'ailleurs, on va en reparler après de Spring Bonnie, de toute façon Spring Bonnie, Springtrap, tout ça on en reparle plus tard. Mais tout ça pour dire que ces animatroniques sont donc hantés par les enfants, et il se trouve que ces enfants, ils sont quand même un peu bipolaires. Ils sont quand même un peu méchants. Parce que normalement dans le lore de FNAF, les enfants ne sont que des gentils âmes, si tu veux. Ce sont des gentils. Ils se sont fait tuer et ils ont été encastrés dans des animatroniques pour que personne ne trouve leur corps.
Voilà. Et le truc, c'est que dans ce film, c'est pas juste des enfants très gentils, c'est pas des enfants gentils qui se sont fait assassiner et qui ont peut-être peur de Mike Schmidt, tu vois. Non, ce sont des enfants qui veulent revendiquer des trucs et tout pendant le film. Attention. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant un moment du film, je me dis, bon, ok, Mike, il va arriver dans le Freddy Fazbear, il va se faire allumax par les animatroniques, il va devoir survivre la nuit et tout, ça va être le bordel. Toutes les nuits, il va essayer de comprendre des choses tout en essayant de survivre aux animatroniques et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, Mike, en allant chez Freddy Fazbear et en dormant là-bas, parce qu'il se dit, bon, minuit à 6h du matin, à regarder un bâtiment complètement abandonné où il se passe rien, vaut mieux dormir. Et il s'endort. Et il se trouve que quand il est chez Freddy Fazbear, il voit les 5 enfants morts dans son rêve. Et là, il comprend pas. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont lié l'histoire de Mike Schmidt avec l'histoire du Freddy Fazbear. Ça, c'est cool qu'ils aient fait un espèce de lien entre les deux. Et du coup, au début, il essaie d'attraper les enfants pour leur demander d'avoir des informations sur le kidnappeur, ce qu'il n'a pas. Après, il discute carrément avec l'enfant qui possède Golden Freddy. On va en parler de Golden Freddy. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui sont liées avec ce bâtiment, c'est pour ça qu'il y retourne toutes les nuits. C'est vrai que si la première nuit il se passe des dingueries, je vois pas pourquoi il retourne la seconde nuit. Lui, a priori, il va y retourner. Plusieurs fois. Parce qu'il veut refaire ce rêve là-bas, il veut comprendre ce qui se passe, qui a kidnappé son petit frère Garrett, etc. Bref, c'est vraiment trop bien fait à ce niveau-là. Et après, comme dit, les animatroniques, ce que je trouve vraiment dommage avec eux, c'est qu'en fait, au début du film, on nous les montre vraiment en mode ils sont animatroniques, ils bougent même pas de leur emplacement. Après, de temps en temps, on a l'ombre d'un animatronique qui se balade un peu partout. Et à un moment donné dans le film, il y a les fameux casseurs qu'on voyait dans les trailers. Alors les casseurs, en fait, qui c'est? Et ben en fait, il y a un des casseurs qui est donc le personnage de Max, qui est une gamine qui surveille en fait Abby pendant que Mike Schmidt, va travailler chez Freddy Fazbear la nuit. Et il se trouve qu'elle-même est en contact avec la tante, qui essaye de récupérer la garde de la gamine. Et du coup, il trouve un espèce de plan machiavélique, il faut aller casser le lieu de travail de Mike pour qu'il se fasse virer, et pour que, voilà, il puisse ne perdre la garde de sa petite sœur. Sauf que, et c'est la meilleure scène du film, enfin une des meilleures scènes du film, les casseurs ils y vont, mais ils y vont pas pour ressortir, très clairement. Hein. Et c'est là que j'ai beaucoup aimé le film. C'est que dès l'instant où les animatroniques commencent à péter un câble, c'est super bien. Ils sont violents. Parce que je m'attendais à ce qu'il y ait de la violence dans ce film, mais je m'attendais pas à ce que la violence soit montrée comme ça à l'écran. Alors attention, je dis violence avec des guillemets, il n'y a pas de trucs vraiment trashouilles dans le film. Mais genre, il y a donc le gamin dans la cuisine qui se fait bouffer le visage par le cupcake. Quand tu regardais le trailer, tu te dis bon bah d'accord, il se fait manger par le cupcake et c'est fini. Sauf que vers un moment du film, on voit carrément le mec au sol avec sa gueule complètement arrachée. Et là tu dis ah oui quand même, ils ont quand même mis du trash dans ce film. Voilà, il y a notamment le personnage de Max et son frère et je crois un autre gars un peu vieux qui se fait aussi buter par les animatroniques. Donc il y a le frère de Max qui se fait buter par Foxy qui court super vite vers lui et qui le défonce. Il y a notre ami le vieux qui se fait dégommer par Bonnie dans le truc de concierge, et Max qui poursuit l'âme d'un enfant mort et qui se fait couper en deux par Freddy. En vrai, je trouve ça trop bien. Ça j'ai kiffé. Tu vois, je dis ah yes, ils sont violents quand même. Et puis c'est Blumhouse qui est derrière ce film, ils savent faire quand même un peu de violence. Je dis merci. C'est quand même violent, il en fallait. Sauf que, et ce qui m'énerve le plus aussi dans ce film, c'est qu'ils font ça, et juste après, quand Mike et Abby vont chez Freddy Fazbear, et là la question qu'on se posait tous à l'époque, c'est pourquoi Abby elle va avec Mike? Ça n'a aucun sens. T'amènes pas ta petite sœur dans cet endroit. Et à l'époque, moi, je supputais l'idée qu'il n'avait aucun moyen de faire garder sa petite sœur autrement, et du coup, il l'emmenait avec lui. Et banco. En fait, comme Max n'est jamais revenu de sa petite aventure au Freddy Fazbear, lui, quand il appelle Max pour garder sa sœur, elle vient pas. Donc du coup, il dit, écoute, Abby, tu viens avec moi, de toute façon, il se passe jamais rien là-bas, on y va. Sauf que sa petite sœur Abby, elle va commencer à se balader et à entendre les voix des enfants. Et c'est là où le film, pour moi, à un moment donné, il est parti en couille. C'est que là, t'arrives, Mike, il comprend pas où est sa sœur, il se dit merde, il entend sa sœur hurler, tu te dis ça y est, elle se fait dégommer par des animatroniques ou elle se fait poursuivre, il va y avoir une scène de bagarre, et en fait pas du tout. Ils sont tous là en train de jouer avec Abby et tout va bien. Et c'est là que c'est bizarre, parce qu'en fait les enfants dans ce film, ils sont à la fois violents et méchants, et à la fois ils sont super gentils, tu vois, et j'ai du mal à
à resituer les deux. Alors, j'ai bien compris qu'ils sont gentils avec Abby parce que c'est une bonne âme et qu'elle n'a rien fait de mal. Et en plus, il se trouve que ces 5 enfants morts, ce sont les, entre guillemets, amis imaginaires que Abby a pendant tout le long du film. Au début du film, Abby, elle dessine beaucoup. Et quand elle dessine, elle dit ouais, fais attention, tu t'assois sur mon ami, t'assois pas sur mon ami. Et en fait, ces amis-là qu'elle a depuis le début, ce sont ces fameux 5 enfants morts. Voilà. Donc c'est pour ça, les retrouvailles ne sont que plus intéressantes. Et donc, il y a toute une partie du film où là, je sais pas pourquoi, les animatroniques sont pas méchants, ils prennent des dessins, ils jouent avec Abby, et ok. Mike comprend que ses enfants sont les enfants qu'il voit dans son rêve et essaye de demander à Abby d'avoir des informations concernant le potentiel kidnappeur de son petit frère, qui est du coup le grand frère d'Abby. Et voilà, en gros, après il y a tout un bordel où les animatroniques en fait, ils demandent à Mike à un moment donné dans un de ses rêves, écoute Mike, on va te donner des informations, si tu veux en savoir plus sur ton tueur, on te donne les informations, par contre en échange tu nous dois quelque chose. Et il dit bah écoutez, je vous donne tout ce que vous voulez. Et qu'est-ce qu'il demande? Il demande Abby. Voilà, sauf que du coup pour avoir Abby, il faut qu'elle reste au Freddy Fazbear's Pizzeria. Et du coup les animatroniques vont récupérer Abby, vont vouloir l'encastrer dans un costume à Springlock. D'ailleurs, c'est le costume, enfin c'est un costume très proche de celui de Circus Baby, donc ben voilà, si jamais. Hein. Moi je pensais que c'était un film qui allait adapter les 2-3 premiers jeux. Finalement, ça adapte même Sister Location et tout. Enfin, ça adapte quand même un gros morceau de FNAF. Et du coup, ben ils vont tout simplement essayer d'encastrer Abby dans un animatronique pour en faire tout simplement un des leurs, tout simplement. Bref. Et là, depuis avant, je parle, mais je oublie de parler de quelque chose. Le personnage de Vanessa, qui dès la première apparition est déjà louche. Et c'est là que j'aime pas, encore une fois, ce film sur ce point-là, c'est que c'est une subtilité proche de zéro, encore une fois. Vanessa, elle débarque, elle dit à Mike, de toute façon, tu ferais mieux de démissionner. Et puis ici, moi je connais tout, je sais où se trouve le papier peint, je sais où se trouve le rouleau de bâche, je sais où tout se trouve dans ce bâtiment. Elle dit que c'est parce qu'elle fait des rondes de nuit et qu'elle connaît ce bâtiment et que ce bâtiment fait partie de sa ronde. Mais Vanessa est immédiatement louche dès la première apparition. Et c'est ça qui est horrible. C'est que plus tard dans le film, tu apprends qu'en fait Vanessa c'est la fille de William Afton. D'ailleurs, attention Scott Cawthon, parce que là tu nous as fait ça dans le film, dans cette adaptation, mais il faut pas oublier que dans les jeux, Vanessa on sait toujours pas qui c'est. Hein. Même s'il y a un mail dans un jeu, donc j'ai oublié le nom, où on voit qu'il y a marqué Vanessa A. Et on n'a pas la suite du nom de famille. Et tout le monde se dit, est-ce que Vanessa est une Afton ou pas? Dans les jeux, c'est pas encore confirmé, je crois. Mais là, dans le film, tu viens de nous le balancer comme ça dans la gueule que Vanessa, c'est la fille de William Afton. Bon, quand tu sais que dans les jeux, Glitch Trap, qui est en gros un virus qui essaye de regrouper la famille Afton, pourrait potentiellement prendre une vraie fille Afton et combiner ça avec Gregory et tout autre bordel pour en faire une famille, ce serait pas déconnant. Mais bref, le fait est que du coup, Vanessa aussi est très très louche. C'est un personnage que j'ai personnellement pas apprécié plus que ça. Elle débarque de temps en temps dans le film pour te dire... écoute, je sais pas, ça va, ta famille, oh là là, les animatroniques, oh là là. Et en fait, elle ne dit rien de spécial. D'ailleurs, la preuve en est, c'est même pas elle qui lui fait les révélations sur, ouais, ce sont des enfants morts, dans les années 80, le bâtiment, machin, et tout. Non, je pensais que ce personnage serait là pour apporter à Mike toutes les informations qu'il a besoin de connaître pour pouvoir faire ce boulot tranquillement. Non. En fait, c'est Mike qui découvre tout par lui-même et qui va voir Vanessa en mode, mais tu savais tout ça? Et tu m'as rien dit? Mais c'est sérieux ou pas? Donc finalement, c'est... Voilà. Vanessa est pareil. Et puis Vanessa, c'est la fille Afton, mais tu comprends pas pourquoi... Enfin, je comprends pas. Il y a des choses dans ce film qui sont vraiment bizarres, en fait. Et bref, d'ailleurs, petite mention spéciale, je viens de penser à un truc très con, c'est que l'idée que Mike essaye de rentrer dans son rêve et tout... et que le bouquin c'est un truc sur la théorie des rêves, ça rappelle évidemment la théorie de la Dream Theory qu'il y avait à l'époque quand FNAF 4 était sorti. Voilà, c'est une petite parenthèse, je viens d'y penser en fait là en parlant, je viens de penser que, mais attends, c'est ça. Voilà, du coup petite parenthèse, petit easter egg supplémentaire. En parlant d'easter egg dans le film, il y en a un bon paquet, hein. On a le It's Me, on a à un moment donné le méchant dont on va parler maintenant, qui sort I Always Come Back, enfin en français il dit je reviens toujours.
Ouais, bref, la VF. Et voilà, il reviendra toujours. Le It's Me, même les caméras de sécurité, c'est ceux qu'il y a quasiment dans les jeux. Le fait que Foxy court super vite, ok. Bon, bref, il y a plein de petits easter eggs, plein de petits trucs. Il y a même un Balloon Boy qui apparaît à 2 ou 3 reprises dans le film pour faire des petites jumpscares. C'est sympa, ça sert à rien, mais c'est mignon comme tout, pourquoi pas si tu veux. C'est quand même cool de casser le rythme du film un peu angoissant ou silencieux parfois, avec un petit jumpscare de Balloon Boy, voilà. D'ailleurs, dans ce film, il n'y a aucun, entre guillemets, jumpscare à la FNAF. Il n'y a aucun moment dans le film où on voit un gros plan d'animatronique qui hurle avec un cri d'enfant et qui fait un jumpscare, comme dans les jeux. Dommage, parce que vous auriez pu faire un jumpscare. Comme ça, je sais pas, quand Foxy court vers le frère de Max pour l'arrêter, au lieu de simplement ne pas voir ce qui se passe, ils auraient dû faire un gros plan où tu vois Foxy lui hurler dessus, en mode jumpscare comme dans les jeux, tu vois, avant de le buter, tu vois. C'est dommage, mais c'est des petits éléments qui manquent en fait, et parfois en fait il manque des trucs, et d'un autre côté il y a trop de trucs sur des trucs qu'on s'en fout, ou qu'on n'a pas envie de voir, ou qui viennent quand même en plus, mais qui sont trop présentes au film. C'est compliqué. Et tout ça pour dire que il y a beaucoup d'easter eggs et tout. Maintenant, on va parler de deux choses. On va parler de deux choses qui, pour moi, sont importantes. On va parler, du coup, des enfants de nouveau, et particulièrement d'un enfant en particulier, hein, un petit gamin blond qui se trouve non pas être Freddy comme je le pensais, mais Golden Freddy. Golden Freddy qui, dans le film, à un moment donné, vu qu'il demande à Mike de récupérer Abby, et qu'il va vouloir le faire parce qu'il veut absolument avoir des informations sur son petit frère, et qui, à un moment donné, Mike se dit « Non mais attends, je vais pas lui donner Abby quand même ». Bah non. Et là, il se rend compte qu'en fait, au lieu de chercher à comprendre qui a kidnappé son petit frère, il ferait mieux de protéger sa sœur actuelle. Que sa famille, finalement, c'est plus, il veut plus rattraper le passé, il veut plutôt se focaliser sur l'avenir avec sa petite sœur. Et donc, il dit à Golden Freddy, écoute, finalement, non, je te donne pas Abby. Je ne veux pas te vous le donner, est-ce que c'est clair et tout? Sauf que eux, ils le veulent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Golden Freddy va débarquer chez Mike pour aller chercher Abby. Et pendant que je matais le film, je comprenais pas comment cet animatronique pouvait débarquer ici, et comment devant le Freddy Fazbear, il disparaît complètement sans aucune preuve, sans qu'on sache où est-ce qu'il soit dans le film. Bah parce qu'en fait, Golden Freddy, déjà dans les jeux, c'est pas vraiment un animatronique qu'on voit se déplacer et tout, c'est plus une entité qui se déplace, c'est plus un fantôme. Donc je me dis, c'est pas déconnant de voir un Golden Freddy se déplacer, chercher Abby, et après repartir au Freddy Fazbear et disparaître complètement pour laisser Abby rentrer dans le bâtiment. C'est pas déconnant, mais d'un autre côté, c'est quand même con, parce que c'est quand même un animatronique qui rentre dans un taxi quand même. Donc c'est physiquement physique, tu vois, c'est pas juste une âme qui se balade. Bon bref. Donc, parce que j'ai des collègues avec qui je suis allé voir le film qui comprenaient pas comment cet animatronique il sort d'où, pourquoi il va chez Abby, pourquoi... Bah parce que c'est Golden Freddy qui peut, entre guillemets, faire ce pont-là entre les deux bâtiments, sans se déplacer, on va dire, avec ses grosses paluches dehors, pendant que tout le monde le voit, tu vois, c'est un peu spécial, Golden Freddy. Bref. Et donc Golden Freddy, bah déjà je suis un peu déçu parce qu'il n'apparaît que très peu à l'écran, finalement. Il apparaît uniquement pour aller chercher Abby, le mettre dans un taxi et la ramener à Freddy Fazbear vers la fin du film. Et après on en a plus rien à foutre. Après Golden Freddy c'est ciao. Alors on comprend bien que Golden Freddy c'est le gamin, le blond, le petit gamin blanc qui même est en interaction avec Mike dans ses rêves, mais c'est tout quoi, c'est dommage, moi j'aurais voulu voir Golden Freddy versus Spring Bonnie, et oui, j'ai dit Spring Bonnie et pas Springtrap, parce que déjà à l'époque, quand je regardais les trailers et tout, je me disais mais attendez, tout le monde est là à dire oh mon dieu Springtrap est de retour, Springtrap, et je dis mais attendez, le costume il est tout neuf là. Ça se voit dans les trailers, le costume il est tout neuf, c'est pas Springtrap, c'est Spring Bonnie en fait. Et je me dis, oula, et à l'époque, bon je vous ai pas sorti cette vidéo sur le teasing, mais à l'époque je disais comme ça, ok, je suis sûr et certain que c'est Spring Bonnie qui va devenir Springtrap, peut-être en scène post-crédit et tout, et qui après pourrait être un élément pour faire une potentielle suite. Et ben c'est exactement ce qui se passe dans le film. Spring Bonnie débarque, alors on comprend très vite, parce que la VF est bien faite, que c'est du coup Steve Raglan, vous vous souvenez, le mec qui donne des emplois chez Freddy Fazbear, qui est du coup le méchant du film, bon bah ça c'était sûr dès la première apparition de Steve, qui est du coup William Afton, a.k.a. le père de Vanessa, bref c'est un bon petit bordel familial tout ça. Et donc il vient vers la fin du film parce que du coup les animatroniques ont ramené Abby au sein du bâtiment, veulent qu'elle rentre dans un costume à Springlock de Circus Baby a priori pour qu'elle devienne l'un des leurs, et pour ça il faut que papa y revienne, il faut que le tueur y revienne.
Et il se trouve que j'ai beaucoup aimé l'apparition de Spring Bonnie. Alors elle vient comme ça au milieu de rien, tu te dis moi j'aurais voulu une scène beaucoup plus grandiose pour faire apparaître Spring Bonnie que juste Mike il arrive, il entend des bruits, il se retourne et là il arrive, tu vois. Bon, d'accord. Il arrive, il parle et tout à Mike. Alors comme ça, tu veux empêcher Abby de rester un animatronique? Attention, je suis méchant. Bon, dommage. Et le plus con dans l'histoire, c'est que Spring Bonnie, très vite, il enlève son masque. Et du coup, bah, c'est plus Spring Bonnie, c'est Steve Raglan déguisé en Spring Bonnie. C'est dommage, encore une fois, vous auriez dû le laisser dans ce putain de costume. Ça aurait été 10 fois plus fun. Je sais pas, que de vite enlever le masque pour dire c'est moi le méchant, gros, je suis méchant. Bon voilà, évidemment en tant que méchant, il veut buter sa fille parce qu'à la base, et il dit comme ça que Vanessa, son plan, c'était de laisser Mike bosser et de ne pas lui faire de révélation, donc on comprend en plus que Vanessa, c'était censé être un méchant dans ce film. Ça aurait dû être juste un assistant à William Afton, et au final, elle a tout balancé. Pourquoi elle a fait ça, on ne saura jamais. Et bref, il y a tout ce délire de Spring Bonnie qui du coup est un petit peu désacralisé parce qu'ils enlèvent le masque, parce que très rapidement on comprend que c'est Steve et parce que c'est dommage. Mais bref, il est quand même super stylé à l'écran, il apparaît pas beaucoup non plus. Et évidemment, comme je l'ai dit avant, j'avais la théorie qui était que il allait être Spring Bonnie et devenir Springtrap, et c'est exactement ce qui se passe. En fait, les animatroniques sont pas méchants. C'est des gentils, mais ils sont contrôlés par William Afton, et en même temps, si tu leur fais un dessin pour leur faire comprendre qu'en fait William Afton il est pas gentil, ils comprennent qu'il est pas gentil. C'est même pas une blague ce que je vous dis, c'est vraiment ce qu'il y a dans le film. Et c'était dommage, j'ai dit mais attendez, sans déconner, en fait c'est parce qu'il y a un mur avec un dessin de Spring Bonnie qui tient la main des 5 enfants que les enfants ils attaquent pas Spring Bonnie. Par contre si tu dessines Spring Bonnie en train de zigouiller 5 enfants, là ils s'attaquent à lui. Ok, bon, ok. Alors, dans le film, ils expliquent ça par le fait que Abby, en fait, va expliquer à ses 5 amis imaginaires que c'est lui le méchant, et du coup, ils vont aller attaquer le méchant. Et on a le droit, du coup, à une scène qui fait bien évidemment référence à FNAF 3, à la scène où les 5 enfants morts, les 5 esprits d'enfants morts qui ont été tués par William, vont traquer William dans un bâtiment, lui-même va se foutre dans le costume de Spring Bonnie, et malheureusement, à cause du système de spring lock du costume, il va se faire compresser et broyer dans le costume, ce qui va le tuer. Et dans ce film, c'est exactement ce qui se passe. Mais du coup, ce qui est complètement con, c'est que le film s'arrête en mode, en fait, on a Spring Bonnie qui est laissé plus ou moins pour mort dans une des pièces du bâtiment. Les enfants morts se sont vengés. Et voilà. Mais du coup, il n'y a pas de happiest day, on ne sait pas si les enfants vont s'échapper de leur costume, genre si ça y est, ils peuvent reposer en paix ou pas, on n'en sait rien. Ce qu'on sait par contre, c'est que dans le film, à un moment donné, ils expliquent bien que dans les 5 animatroniques, enfin dans les 4 animatroniques de base, il n'y a pas que les esprits, il y a aussi les corps. Et du coup, je me dis, c'est bien, vous avez enfermé votre tueur dans un costume, mais du coup, le corps de votre tueur est dans un costume, et son âme aussi, donc en fait, il va juste revenir à la vie. Sauf que cette fois-ci, il sera Springtrap, et pas Spring Bonnie. Et je me dis, mais en fait, le film veut te faire croire que ça y est, le méchant il est tué, sauf que le méchant il est pas du tout tué. Le méchant, vous allez le transformer en Springtrap en fait. Donc écoutez, moi ce que je pense, c'est que en voyant cette scène et en voyant ce film, j'ai bien compris que le film était plus un film pour faire kiffer un peu les fans de FNAF avec des petits easter eggs et tout. Ils ont quand même tenté de raconter une autre histoire que juste un mec qui vient en tant que gardien de nuit et on lui raconte qu'il y a des enfants morts et puis les enfants morts veulent tuer Mike sans aucune raison. C'est bien qu'ils aient testé et tenté l'idée de faire un scénario beaucoup plus complexe avec une histoire de Dream Theory, faire des rêves, essayer de retrouver un enfant, machin, bidule, truc muche. C'est bien d'avoir tenté de faire un scénario beaucoup plus complexe, mais du coup, il y a des trucs qui sont un peu chiants, il y a pas assez de scènes où les animatroniques pètent un câble et veulent tuer quelqu'un. C'est dommage. Et puis franchement, la fin où on voit Spring Bonnie devenir Springtrap en mode vas-y, il rentre dans le costume, il se fait broyer, c'est une fin qui n'en est pas une. On sait très bien que si tu connais les jeux, tu sais très bien que Spring Bonnie là, il est pas mort. Que Steve Raglan aka William Afton n'est pas mort. En plus, il le dit lui-même, I always come back. Il dit lui-même dans le film, je reviendrai. Et il met son masque pour se faire même broyer la tête. Donc il comprend lui-même
que en faisant ça, il va pas mourir en fait. Donc c'est complètement bizarre. Mais bref, j'ai beaucoup parlé de ce film, mais globalement, c'est un film que j'ai quand même bien aimé, même si je l'ai trouvé quand même un peu décevant. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai eu une attente tellement démesurée que finalement, d'avoir eu un divertissement FNAF avec un peu d'horreur, quelques refs et tout, c'était peut-être pas ce que j'attendais de ce film. J'en ai peut-être beaucoup trop attendu. Mais le fait est que j'ai quand même bien aimé le film, que je vais probablement, voire même sûrement me le prendre en steelbook Blu-ray quand il sortira. Je vais peut-être le remater même une deuxième fois au cinéma, il y a moyen que j'aille le remater. Enfin bref, c'est quand même un film que j'ai envie de revoir et qui m'a fait quand même kiffer, parce qu'après tout, on a quand même eu enfin un film FNAF au cinéma, donc ça fait quand même kiffer. Voilà à peu près pour ce que j'avais à dire de ce film. Si jamais vous avez vu le film, vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires. Pour les autres qui se sont fait spoiler tout le film, bah je suis désolé, hein, allez quand même le voir si ça vous intéresse, il est quand même cool à regarder, même si franchement c'est pas un film qui va vous faire super peur. Maintenant, ce que je me demande moi personnellement, c'est est-ce qu'ils vont se contenter de ça, de ce film-là, ou est-ce qu'ils vont faire un FNAF 2, puis peut-être un jour un FNAF 3. Est-ce que ça va devenir une méga série de la mort qui tue? Je sais pas. D'autant plus que FNAF, si Scott Cawthon a réussi à faire un film, c'est qu'il avait les moyens. Et pour avoir les moyens, je pense qu'il a dû en vendre des jeux à 4 balles. Parce que les FNAF sur PC, c'est 4 balles, je crois. Même sur console. Donc, je sais pas avec combien de jeux FNAF il va encore falloir pour faire un deuxième film. Mais en tout cas, si un jour il y a une suite, bah écoutez, je serai impatient de voir ça. En tout cas, le premier film est sympa et c'est un bon divertissement. C'est pas un film d'horreur, c'est pas non plus le film que j'attendais forcément, mais c'est pas grave. Au final, si je devais quand même faire un bilan très rapide de ce film, c'est que malgré les défauts de celui-ci, ça reste un film que j'ai bien aimé. Ça reste un film que j'ai voulu voir et que j'ai pu enfin voir. Donc écoutez, je suis quand même content de l'avoir vu. Et quant à moi, bah, je vous remercie à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez me donner votre avis en commentaire, partager cette vidéo, la liker, bref, vous connaissez la chanson. Et quant à moi, je vous dis à toutes et tous à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao tout le monde.